Vous écoutez Autour de midi avec Mehdi Hawass. De retour dans Autour de midi jusqu'à 13h30 et bien sûr aujourd'hui deux invités de référence dans le domaine de la gynécologie et de l'obstétrique en Tunisie. Le premier invité est le professeur Khaled Neji, spécialiste reconnu, figure de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique et tout récemment élu président de la Société africaine de gynécologie. À ses côtés, j'ai l'honneur d'accueillir la professeure Hej Bettaï, professeure agrégée en gynécologie obstétrique à l'hôpital Yasminette de Ben Arous et trésorière adjointe. C'est bien ça. Trésorière adjointe donc du bureau de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique. Tous les deux viennent nous présenter donc un rendez-vous scientifique majeur, le 35e congrès national de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique. On va l'appeler aussi la SNSTGO, comme ça sera plus simple, organisé conjointement avec le 25e congrès de la Fédération maghrébine de gynécologues obstétriciens qui se tiendra du 27 au 29 novembre 2025 au Palais des Congrès de Tunis. Un congrès riche, ambitieux, avec des thèmes essentiels, la chirurgie en direct, le fœtus dans tous ses états, le cancer du col de l'utérus, la vaccination contre le papillomavirus humain, la prématurité, les fibromes, la procréation médicalement assistée ou encore les problématiques liées à la césarienne. Professeur Khaled Neji, professeur Hej Bettaï, bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour Mahdi. Merci pour l'invitation. Oui. Bonjour. Merci pour tous les auditeurs de RTCI. On est très heureux d'être là. Hej. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que je n'ai pas écorché quelques mots ou quelques noms. Pas du tout, tu étais parfait comme d'habitude. Merci beaucoup, professeur Neji. Je vais commencer avec vous, justement. Si vous pouvez nous présenter les grandes lignes de ce 35e congrès national. Qu'est-ce qui rend cette édition 2025 particulièrement importante ? Encore une fois, merci. On est vraiment très heureux d'être là pour faire un peu pour expliquer un peu ce qu'on va faire dans notre congrès d'après-demain. Alors, ce qui fait les spécificités, c'est la qualité des sujets qui sont d'actualité, comme tu viens de le dire. Comme vous venez de le dire, sur le plan le cancer du col, on est en pleine campagne de vaccination qu'on va redémarrer cette année avec, j'espère, de meilleurs auspices et de l'espoir que cette fois il y aura un engouement, on va se rattraper par rapport à la vaccination. Sinon il va y avoir de la chirurgie live, donc de la chirurgie en direct sur des pathologies qui sont difficiles à traiter comme l'endométriose, par exemple. On en fait de plus en plus notre cheval de bataille. La césarienne, c'est un thème qui nous pose problème aujourd'hui en Tunisie parce qu'on est tous conscients que ce taux vraiment très important de césarienne en Tunisie devrait être discuté et vraiment expliqué. Bien sûr. Sinon, il y aura la PMA comme d'habitude. Alors, autre spécificité, c'est la qualité des invités. Pour la première fois en Tunisie, on aura avec nous le président de la Fédération internationale de gynécologie obstétrique, le professeur Franck Louvain, qui est président de la FIGO, qui nous fait l'honneur de venir, tout comme notre fierté nationale, le professeur Anis Lefri, qui est président de l'Echereux. C'est la plus grosse société internationale qui fait de l'embryologie et de la incroyable. Société. Incroyable. C'est une success story. Quel honneur. Quel honneur. Anis est un ami. Et on est vraiment très fiers de l'avoir. Et puis c'est vrai qu'en même temps, je suis fier d'avoir été élu il y a quelques jours. Bravo en tout cas. Président de la Société africaine. Pour la première fois. Hein. Oui. La Société africaine de gynéco-obstétrique. Donc voilà, tout ça fait qu'on fera, j'espère, de cet événement une occasion pour fêter la gynécologie maghrébine et africaine. Professeur Bettaï, on va faire, en fait, ça sera chacun une question, donc suivez-moi dans l'interview. Professeur Bettaï, en tant que trésorière adjointe du bureau de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique, comment se prépare justement un congrès d'une telle ampleur et quels sont les objectifs majeurs de cette édition ? Tout à fait. Ce congrès, c'est un grand congrès. C'est parmi les plus gros congrès nationaux. Et
puisque c'est la 25e édition de la FEMGO. Donc ça nécessite vraiment une préparation colossale. Oui. Ça commence de... Il y a une équipe, hein, j'imagine. Tout à fait, bien sûr. Derrière tout ça, il y a les hommes et les femmes de nombre. On travaille dans la bonne ambiance. Et donc, ça a commencé depuis un bon bout de temps. Oui, tout à fait. Et on espère donc ressortir une édition qui va plaire à tout le monde. On essaie d'avoir des thèmes qui respectent tous les sous-spécialités. Quels sont les objectifs majeurs de cette édition, professeur? Comme je l'ai dit, donc, on essaye de faire plusieurs thèmes, donc de faire de la chirurgie. Il y a aussi un thème très important, la santé périnatale des femmes, la santé mentale des femmes. Actuellement, certes, il y a des problèmes tels que la césarienne, mais il faut vraiment donc, faire attention aussi à la santé mentale pour avoir donc, une maman qui élève bien son enfant par la suite. Alors moi, je vais juste faire une parenthèse par rapport à ce que j'ai préparé, à l'expérience personnelle et de mes amis aussi. En Tunisie, dans d'autres pays, c'est différent, mais en Tunisie, il y a un manque d'accompagnement pour les mamans, les nouvelles mamans qui viennent d'avoir un premier enfant. Le papa aussi est délaissé. Il ne sait pas comment faire. Est-ce qu'après l'accouchement, il reste un jour à l'hôpital, ils rentrent directement, ils sont un peu... comment ça se passe, ça? Est-ce que vous prenez ça vraiment en compte? Certes, il faut prendre ça en compte. Maintenant, les études montrent que la santé mentale des enfants dépend énormément de la santé mentale des mamans. Donc, il faut vraiment faire une bonne préparation dès la grossesse. Détecter si jamais il y a des problèmes pour pouvoir accompagner ces femmes et avoir donc un couple maman-bébé en très bonne santé, que ce soit donc santé physique et santé mentale. Alors, plusieurs thèmes, on a dit, qui sont mis en avant, le fœtus dans tous ses états, la chirurgie en direct, le cancer du col de l'utérus, la prématurité, le papillomavirus humain, les fibromes, la césarienne. Professeur Neji, comment avez-vous construit cette programmation scientifique? Écoutez, on venait de parler d'une équipe qui travaille en harmonie. On est le bureau de l'exécutif de la STGO est en train de faire un travail vraiment de grande envergure. Alors, ajouté à cela, au niveau de la société tunisienne, on a aussi des groupes de travail. Des groupes de travail, on appelle aussi des groupes d'intérêt qui sont sous-spécialisés. Chaque groupe a la sous-spécialité. Et puis, c'est eux qui sont en train de concocter, de proposer au bureau exécutif ce travail-là, qui va être validé par la suite par le bureau exécutif. Donc finalement, c'est un travail de groupe. Bien sûr, toujours. Toujours. L'union fait la force. C'est ça. Et puis, c'est vrai que c'est des sujets qui touchent un peu à tous les aspects de notre spécialité. Une question peut-être pour tous les deux. Parmi ces thèmes que je viens d'évoquer, lequel vous semble aujourd'hui le plus urgent ou les plus urgents ou les plus sensibles dans la pratique quotidienne? Tu dirais quoi, toi? Je dirais peut-être une nouveauté. Cette année, on a introduit dans les cours de pré-congrès, on a introduit la simulation en obstétrique pour gérer les urgences en gynécologie, en obstétrique surtout, les crises. Donc, et pour inciter les jeunes, parce qu'actuellement on dit jamais la première fois sur un patient, donc on va faire des scénarios. C'est comme si dans la vraie vie, et ils vont être amenés à gérer ces urgences et ça va leur préparer par la suite pour affronter les urgences dans la vraie vie. Moi, je dirais pas une, mais trois sujets. Donc, le cancer du col. Et là, j'invite tous nos concitoyens pour vraiment aller vacciner leurs filles entre 12 et 14 ans. C'est très important. C'est très, très important. Et recevoir l'information. C'est encore tabou, docteur? Non, les gens sont réticents. Il y a les réseaux sociaux qui n'arrangent pas les choses. Les gens, il faut qu'ils prennent l'information de la source. Ça, c'est sûr. On s'attend vraiment à un réveil. Alors, deuxièmement, la césarienne. Ça pose problème. Et puis, troisièmement, la santé mentale. Très important. Très, très important parce qu'il y va de l'avenir cognitif et psycho-intellectuel des enfants à notre jour. Tout à fait. Le congrès, donc, il propose plusieurs ateliers, procréation médicalement assistée, esthétique et restauration génitale,
diagnostic anténatal du premier trimestre, simulation sur mannequin des urgences obstétricales. Professeur Betaïb, à qui s'adressent ces ateliers et quels bénéfices concrets apportent-ils aux jeunes médecins et aux praticiens? En tout, ces ateliers, ils peuvent être adressés à tous les gynécologues. En particulier, l'atelier de la simulation, il est adressé pour les jeunes résidents. Donc, pour pouvoir gérer, comme je l'ai dit, les urgences exactement. Sinon, c'est pour tous les gynécologues. Chacun selon son domaine et sa sous-spécialité. Professeur Neji, la formation par simulation pour les urgences obstétricales est très attendue. En quoi cette approche modifie-t-elle et améliore-t-elle la qualité des soins? Alors, la devise qui prévaut depuis une bonne dizaine d'années, c'est dire jamais la première fois sur les malades. Donc, à partir de là, il y a eu cet engouement pour la simulation dans toutes les spécialités médicales, en médecine et particulièrement en gynécologie obstétrique. Et puis là, on a pu avoir ces mannequins de haute fidélité. C'est des mannequins qui sont impressionnants, hein, qui répondent, qui parlent. C'est les mannequins qu'on utilise pour le premier secourisme aussi, à peu près? C'est encore plus développé. C'est encore plus développé. Donc c'est impressionnant à voir. C'est impressionnant à voir. Et puis d'ailleurs, on se rapproche de la réalité, hein, j'imagine. C'est exactement ça. Donc Heger pourra peut-être en parler un peu plus, puisque c'est elle qui coordonne cet atelier-là. Avec plaisir. Oui, tout à fait. Donc, ça se fait sur des petits groupes d'apprenants. Ouais. Et c'est des mannequins donc, qui s'approchent vraiment de la réalité. Et c'est ça, en fait, le but, c'est de faire cette immersion, donc le plus proche possible de la réalité. Et donc, c'est des scénarios, exactement. Et on change les scénarios donc, selon l'atelier et selon, bien sûr, les objectifs, dans le but de préparer ces jeunes à des situations, donc à gérer ces situations de stress et de crise. Et ça agit aussi non seulement sur les compétences techniques, mais sur des compétences non techniques, telles le travail en équipe, la gestion du stress, le leadership. Tout ça, c'est très important. Ça renforce ces liens aussi. Bien sûr, ça renforce le lien de travail en équipe et tout ça, donc ça rentre dans la formation. Professeur Neji, le cancer du col de l'utérus et la vaccination contre le papillomavirus humain restent des enjeux majeurs. Hein. Où en est la Tunisie sur ces sujets et quels progrès espérez-vous mettre en lumière lors du congrès? Alors, lors de cette session, il va y avoir des experts qui vont parler du fardeau qu'occasionne ce cancer du col jusqu'à comment communiquer. Donc c'est vraiment sur 2 heures de temps où on va prendre son temps et bien décortiquer le problème. Alors où est-ce qu'on en est? Bon, je reste optimiste, mais l'état des lieux n'est pas bon. Moi, je connais un peu ce qui se passe en Afrique de par mes dernières responsabilités. Et moi, je peux vous dire qu'on a été dépassé par les pays de voisinage. Hein, oui, d'Afrique subsaharienne. En matière de vaccination de cancer du col, on est complètement... à la traîne. À la traîne. Et donc, il faut pas... Vraiment, il faut se ressaisir. D'accord. Et vraiment... On peut se ressaisir, c'est possible. Mais on doit se ressaisir. On n'a pas le choix, de toute façon. Parce que c'est une prévention primaire qui est validée. En Norvège et en Suède, dans les pays nordiques, ils arrivent en 2025, pas à éliminer, mais à éradiquer le cancer du col, parce qu'ils ont commencé il y a 20 ans. Après, on vient nous dire, nous, on est en train d'essayer des choses sur nous. Pas du tout. C'est nous qui sommes en retard. Et c'est les pays nordiques qui ont vraiment commencé il y a 20 ans. Maintenant, tous les pays de voisinage, le Maroc compris, le Maroc, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils sont en train de vacciner leurs filles, avec quelques réticences dues à notre héritage socioculturel, probablement, mais pas comme on a vu en Tunisie. Donc, j'invite tous les auditeurs et les auditrices à recevoir l'information vraiment de la source, du médecin traitant, du gynécologue, ou de la sage-femme, et ne pas se rabattre sur les réseaux sociaux. C'est très important pour l'avenir de nos filles et de nos garçons. Très bien. Professeur Betaïb, la césarienne est souvent trop fréquente, parfois sans indication médicale réelle. Comment mieux accompagner les équipes pour réduire les césariennes évitables ?
Oui, il faut agir sur plusieurs plans pour essayer, ça doit être une optique nationale, donc pour essayer de réduire le nombre de césariennes, parce que c'est vrai, on agit momentanément, mais par la suite, il y a des difficultés et il y a des complications qui peuvent arriver, surtout avec donc le problème d'insertion les problèmes d'insertion du placenta, le placenta accreta. Donc tous ces problèmes donc à cause de la césarienne. Donc il faut je pense qu'il faut préparer déjà les mamans et la péridurale, je pense aussi, a un rôle très important. Sûrement, elle a un rôle important. Maintenant, avant de proposer des solutions, il va falloir faire un état des lieux et se poser la question pourquoi on en est là aujourd'hui. L'OMS, je le rappelle, autorise des taux de césarienne qui ne dépassent pas 20%. D'accord. Là, on est à plus que 65%. Ici, moi j'ai toujours entendu, je parle dans la vie courante, oui. Dès qu'il y a une complication, césarienne. Même pas. En France, je me rappelle, voix basse, ils favorisent vraiment la voix basse. Les Français sont à 22% de césarienne, et nous, on est à 65%. Alors, le problème, c'est que c'est un problème qui touche toute l'Afrique du Nord. C'est une obsession, docteur, peut-être que... C'est plus une solution de facilité. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais je n'osais pas. Oui, bon, j'ose le dire parce que j'assume mes responsabilités. Je sais que les confrères ne vont pas être contents, mais ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à parler de la césarienne, je le fais depuis 10 ans maintenant. D'accord. Et c'est plus facile, c'est plus facile, c'est plus... Allez hop, on termine. C'est plus facile, mais ce n'est pas bon parce qu'on est en train de le payer cash, et nous, dans les services hospitaux universitaires, on le voit. On le voit, les complications à moyen terme de la césarienne qui sont parfois mortelles. Hein. Donc il ne faut pas banaliser ces choses. Et puis surtout, on a l'impression que ça se passe dans une espèce une ambiance d'impunité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compte à rendre, alors qu'il faut rendre des comptes. Sous d'autres cieux, il y a toutes les cliniques privées et les hôpitaux rendent compte de leur taux de césarienne parce que c'est un indicateur de santé aussi. Donc il faut peut-être revoir ce qu'il en est au niveau de la césarienne, ça c'est sûr. Vous voulez rebondir ? Et préparer un terrain avec la préparation à l'accouchement. C'est important, ça. C'est important. Les conditions d'accouchement dans les salles de travail doivent être revues. La péridurale doit être systématique. Il ne faut pas que la femme accouche dans la douleur, ça c'est clair. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Professeur Neji, vous venez d'être élu donc, président de la Société africaine de gynécologie. Que représente cette fonction pour vous et pour la place de la Tunisie en Afrique ? C'est un défi, j'en suis fier et je suis prêt à relever le défi, bien sûr pas seul, mais avec toute l'équipe de la STGO. Et alors, la SAGO, c'est une société africaine qui englobe 22 pays d'Afrique francophone subsaharienne. Première fois qu'un Tunisien est président, d'accord. Oui, c'est bon. Et puis, bon, c'est pas venu comme ça. Depuis 2005, on est en train de collaborer avec les pays d'Afrique subsaharienne en recevant leurs résidents et leurs assistants en formation. Et c'est pour ça que, in fine, ils ont fini par nous faire confiance, quoi. Par rapport à la présidence, je parle. Mais bon, c'est pas une finalité en soi, c'est même une grosse responsabilité. Il y a de gros enjeux actuellement en Afrique qui persistent, particulièrement la mortalité maternelle, l'absence de technologies nouvelles qui tardent à s'implanter, comme la chirurgie mini-invasive, comme la procréation médicalement assistée. Et puis, il faut aussi un gros travail de formation et de plaidoyer. D'accord. Il faut apprendre aux gens à faire le plaidoyer vis-à-vis des ministères de tutelle pour qu'ils puissent implanter des technologies nouvelles et réduire la mortalité maternelle. Quels sont c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Non, j'imagine que c'est pas facile, c'est un travail de longue haleine. Quels sont selon vous, professeurs, les défis prioritaires pour améliorer la santé de la femme à l'échelle du continent africain ? Grosse question, je sais. Par où commencer Déjà, moi je pense que la première chose à faire, c'est de vraiment cerner nos priorités. Ça c'est sûr. Chaque pays a sa spécificité et il faut qu'il y ait un état des lieux spécifique à chaque pays. Et sur ça, qu'on élabore des plans d'action pour pouvoir
prioriser une question sur l'autre. La mortalité maternelle, c'est en tête de liste, malheureusement. On en est encore là. En Tunisie, on peut être fier de notre taux. Oui. Il est perfectible, là. Ouais. Beaucoup de problèmes de malnutrition aussi en Afrique. Ça existe, ça existe encore, peut-être. Mais malheureusement, la mortalité maternelle, c'est vraiment un fléau. Donc, je disais qu'en Tunisie, on a un taux qui n'est pas du tout comparable au taux africain subsaharien, mais c'est un taux perfectible. Donc, il y a certains axes qu'il va falloir réviser et développer pour réduire encore plus la mortalité maternelle. Professeur Bettaïb, qu'aimeriez-vous que les participantes et les participants retiennent à la fin de ces 3 journées de congrès? Bon, certes qu'il y a plusieurs thèmes. J'espère que les thèmes vont plaire aux gens. On a essayé de cibler donc les thèmes les plus importants. Et on espère que ça va plaire à nos participants. Moi, je dirais améliorer les acquis. Déjà, nos acquis, on les améliore par la formation continue, voir ce qui se passe. Et deuxièmement, recevoir d'autres compétences. Donc, recevoir d'autres compétences et s'adapter avec elles. Peut-être aussi définir les prochaines priorités. Oui, c'est ça. Jusqu'au prochain congrès. C'est ça, absolument. Aussi. Absolument. Une feuille de route, quoi. Exactement. Exactement. Professeur Ney, j'ai un dernier mot pour les médecins, les étudiantes, les étudiants et le public qui vous écoutent. Écoutez, venez nombreux, on vous attend, vous ne serez pas déçus. Le programme est riche, il est varié, et puis vous aurez l'occasion de discuter et d'échanger avec des sommités en matière de gynécologie obstétrique, qui sont vraiment des gens très humbles. Donc on peut échanger, et puis surtout partager avec nous cette grande fête de la gynécologie obstétrique africaine et méditerranéenne. Professeur Bettaïb, même question. Donc j'incite les gens à venir. Venez. Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part ou pas? Oui. Oui, il faut, bien sûr, il faut faire des inscriptions pour... Alors comment ça se passe? Même pour le grand public, je veux dire, même si on n'est pas médecin, on peut participer ou pas? Par curiosité, je veux dire. Par curiosité... Parce que est-ce que c'est ouvert au grand public? Voilà la question. Non. Donc c'est vraiment aux spécialistes, internes, étudiants, médecine, etc. Très bien. Mais j'insiste pour les étudiants. Venez, c'est très intéressant. Étudiants, les résidents. Les résidents aussi. Déjà, on a répondu à votre place. Un nombre de participants qui est quand même déjà assez encourageant. Donc on attend à ce qu'il y ait plus de monde et ensemble on fera la fête, Inch'Allah. Alors je vous propose un jeu. Ah bah oui, il faut bien me détendre un peu l'atmosphère. Hein. Les idées reçues aux réalités. D'accord. Alors, le concept, c'est très simple. Je vais vous lancer des affirmations courtes autour de la gynécologie et de l'obstétrique ou des thèmes du congrès. D'accord. Et vous devez répondre idées reçues aux réalités et bien sûr expliquer un peu pourquoi. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ça va. Après, vous voyez qui répond. Hein. Alors, la césarienne est toujours plus sûre que l'accouchement naturel. Fausse idée. D'accord. C'est une idée reçue alors. C'est une idée reçue. Pourquoi? Exactement. La voie basse, c'est la voie naturelle, déjà. Et avec la voie basse, il y a moins de complications. C'est vrai, parfois, on choisit la césarienne par facilité, mais il faut voir par la suite. Je pense que même pour la voie basse, le postpartum, il est plus facile. La maman, elle peut s'occuper directement de son enfant. Et, donc, le lien est plus fort, j'imagine. Oui, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. Alors, deuxième affirmation, le papillomavirus humain ne touche que les femmes. Ah non, c'est une idée reçue, il touche aussi bien les femmes que les hommes. Qu'est-ce que le papillomavirus humain, pour les gens qui ne comprennent pas ce terme? C'est un virus qui se transmet par voie sexuelle et qui a un tropisme pour... voilà, donc qui peut laisser en place, s'il passe par différentes étapes, laisser place à quelques cancers, dont le cancer du col et les cancers de la sphère ORL qu'on a tendance à oublier. C'est bien de le rappeler. C'est très important. Alors, troisième affirmation, un fibrome entraîne forcément une infertilité. C'est une idée reçue. Tout dépend, il y a plusieurs types de fibromes, tout dépend du type de fibrome.
Il y a des fibromes qui ne touchent pas la fertilité et n'interfèrent pas avec la fertilité. Et il y a des fibromes donc, qui peuvent interférer avec la fertilité. Et auquel cas, il faut consulter le médecin et pour proposer l'attitude thérapeutique nécessaire. Oui. Les nausées du premier trimestre sont un signe que la grossesse se passe bien. Oui. Oui, ça c'est une réalité. Enfin, ça se passe bien. C'est que la grossesse évolue. D'accord. Qu'il y a assez d'hormones, essentiellement, les hormones, les oestrogènes, qui vont provoquer ce genre de, on appelle ça les petits bobos et les petits de la grossesse. Ça, c'est vrai. Une femme peut accoucher par voie naturelle après une première césarienne. C'est une réalité. Réalité. Bien sûr. D'accord. Bien Pourquoi sûr. On estime après donc, une seule cicatrice, l'utérus, il peut on peut avoir une épreuve, on appelle ça une épreuve utérine, et la femme peut accoucher bien sûr par voie basse dans un milieu hospitalier, moyennant une surveillance, mais elle peut accoucher. C'est à partir de 2 cicatrices qu'on arrête. Sauf s'il y a une cause permanente. D'accord. Par exemple, un bassin rétréci. Là, c'est dangereux pour la cicatrice. Non, on prend toutes nos précautions, voilà, bien sûr. Ça. Le diagnostic anténatal permet aujourd'hui de détecter presque toutes les anomalies. Idée reçue ou réalité? Réalité, s'il est bien fait, oui. Avec des gens spécialisés, avec des machines de haute performance, oui. Je parle de l'échographie. Il n'y a pas que l'échographie. Il y a aussi le volet génétique, il y a le volet biochimique, le volet... Oui, on peut. Bon, il n'y a pas de 100% en médecine, mais je dirais un gros pourcentage. Vous voulez réagir, hein? Oui, c'est bien ça. C'est bon. Bien ça. Alors, la procréation médicalement assistée fonctionne à tous les coups. Non. Docteur. Oui. Ah non, pas du tout. Il y a des taux. Les PMA, on appelle ça. La PMA, il n'est pas du tout... c'est pas 100%. Hein. C'est pas du tout du 100%. C'est de l'ordre de 20%, on est peut-être pas 20, 15. Il y a les chiffres, les récents chiffres, même en Tunisie, sont plus optimistes quand même. On est entre 45 et 50%. Ah oui. Quand même. Mais c'est vrai que les couples viennent avec beaucoup d'optimisme. Ils sont pratiquement certains. Et même si on a beau leur expliquer que ça ne marche... C'est sûr qu'ils veulent un enfant. Que ça ne marche qu'une fois sur 3, ils ont tendance à oublier cette phrase, alors qu'il faut la rappeler, à mon avis, tout le temps au couple pour qu'il y ait cette relation de confiance persiste. Les chirurgies en direct présentées dans les congrès sont plus formatrices que les vidéos enregistrées. Oui. Oui, parce que ça reflète la vraie vie, en fait, avec exactement. Les complications. Certes, dans les vidéos, c'est exactement, on peut faire le montage, on peut... Là, au moins, c'est du réel, du concret. Mais ça, c'est du réel. On voit le stress du chirurgien, on voit les difficultés en direct. On peut voir même les complications, comment y remédier à ça. Et l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure, on peut poser des questions au chirurgien, questionner sur la... Un tac au tac. Oui, une interaction. C'est interactif, exactement. Je sors un peu vite fait du contexte. On voit souvent à la télé dans les films, de médecine, qui parlent de médecine, comme, je ne sais pas, Dr House, etc. Il y a souvent dans les CHU, on voit les médecins et les étudiants sont en haut avec des grandes baies vitrées et ils peuvent... Ça existe ou pas? Ça existe. Ah d'accord, j'ai jamais vu. À la Rapta, je le demande parce que vous savez. Si. Donc c'est intéressant d'avoir des salles comme ça. À la 21, ça existe, mais ça dépend. Oui, bien sûr, ça existe. Non, c'est pas de la science-fiction. Non, pas du tout. Ça existe vraiment. Non, ça existe vraiment. Je trouve ça très intéressant. Non, c'est très intéressant. Tout à fait. Et puis, pour revenir au live, on a eu des gags, on a eu des gags en plein, et puis les gens ne savaient pas trop faire, le chirurgien encore plus, c'est pas évident. Un live surgery, c'est pas évident. 9e affirmation et avant-dernière, le vaccin contre le papillomavirus humain protège également les garçons. Exactement, pour pouvoir éradiquer... Donc réalité. Pour pouvoir éradiquer le cancer du col, il faut vacciner l'homme et la femme. D'accord. Et dernière affirmation que j'ai notée, on pratique trop de césariennes en Tunisie. Ah, ça... Réalité. C'est une réalité, malheureusement... triste réalité à mon avis, mais je suis sûr que main dans la main, on pourra redresser un peu
les choses. Et puis, inverser cette courbe. Et inverser la vapeur, quoi. Merci beaucoup, professeur Khaled Neji. Merci également au professeur Hejebetaï pour toutes ces explications, pour votre pédagogie et pour votre engagement au service de la santé des femmes en Tunisie et sur le continent africain. Ce 35e congrès national de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique, organisé conjointement avec le 25e congrès de la Fédération maghrébine de gynécologues obstétriciens, s'annonce comme un moment fort, riche, en échange, en formation et en avancée scientifique. Oui, docteur. Alors, on a aussi prévu un petit don, un petit geste de la part de la Société tunisienne de gynéco-obstétrique pour une association que je ne nommerai pas, mais qui est spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et ce don sera donné le jeudi lors de la cérémonie d'ouverture. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous faites. Rendez-vous donc du 27 au 29 novembre 2025 au Palais des Congrès à Tunis pour 3 journées qui permettront de faire progresser encore davantage la pratique, la recherche et la prise en charge des patientes. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin et merci à nos auditrices et auditeurs de leur fidélité. On se retrouve juste après une courte pause. Restez avec nous. Merci beaucoup. Merci docteur. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci.